Un cow-boy a gagné une loterie de mariage pour 5 $ et a découvert que la mariée était une femme apache géante. La femme qui se tenait sur l'estrade était belle d'une manière qui faisait oublier aux hommes comment respirer. Elle dépassait de près d'une tête n'importe quel homme dans la foule, ses yeux sombres scrutant les visages en contrebas avec une expression qui se situait quelque part entre le mépris et la résignation. Ses mains étaient liées par une corde, pas brutalement, presque cérémonieusement. Et quand Tobias Crow réalisa que son billet froissé correspondait au numéro appelé, il sentit son estomac tomber comme une pierre dans un puits. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Ce n'était ce que personne n'avait imaginé. Tobias travaillait au ranch Fletcher depuis 3 ans sans un seul jour de congé. Son dos lui faisait mal de l'aube au crépuscule. Ses mains étaient du cuir et son lit était une fine couverture dans une remise qui sentait le foin et le regret. 2 semaines plus tôt, un homme en ville lui avait parlé de la loterie. 5 $, un billet, une épouse. Tobias en avait d'abord ri, mais la solitude avait des dents et elle mordait plus profondément chaque nuit. Alors, il avait pris ses derniers 5 $, de l'argent qu'il économisait pour une nouvelle paire de bottes, et avait acheté le billet. Il s'était dit que c'était insensé. Il s'était dit qu'il perdrait, mais une petite partie de lui avait espéré. Maintenant, il se tenait figé au milieu de la foule alors que les gens se tournaient pour le dévisager. Certains souriaient, d'autres secouaient la tête. Un homme derrière lui marmonna quelque chose à propos de la malchance, et quelqu'un d'autre rit assez fort pour faire rougir les oreilles de Tobias. Il força ses jambes à bouger, se frayant un chemin à travers les corps jusqu'à ce qu'il atteigne le pied de l'estrade. La femme le regarda de haut. Son visage était calme, indéchiffrable, mais ses yeux racontaient une histoire différente. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait cessé d'attendre la pitié du monde. L'homme qui organisait la loterie, un marchand trapu avec un cigare coincé entre les dents, frappa l'épaule de Tobias. « Félicitations, mon ami. Tu viens de te gagner une femme. » Le mot « femme » sonnait comme une blague dans sa bouche. Tobias sentit la chaleur monter à son visage. Il leva de nouveau les yeux vers la femme. Elle portait une robe simple qui avait connu des jours meilleurs, mais cela ne diminuait en rien sa présence. Ses cheveux étaient longs et noirs, tombant en un lourd rideau dans son dos. Ses épaules étaient larges, ses bras forts, et il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui lui rappelait un loup en cage. « Quel est votre nom » demanda Tobias, sa voix à peine audible par-dessus le murmure de la foule. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle l'étudia de ses yeux sombres et impassibles, et pendant un instant, il pensa qu'elle pourrait refuser de parler. Puis, doucement, elle dit, « Atsa. » Le marchand sourit. « Eh bien, Tobias Crow, vous et Atsa ici présents êtes liés par les termes de la loterie. Vous avez 3 jours pour officialiser ça au bureau de la colonie ou vous perdez votre droit. Félicitations encore. » Il détacha la corde de ses poignets avec une fioriture, comme s'il présentait un cheval de prix. Atsa frotta lentement ses poignets, son regard ne quittant jamais Tobias. La foule commença à se disperser. Leur divertissement était terminé. Tobias resta là, ne sachant que faire. Atsa descendit de l'estrade, et il réalisa à quel point elle était plus grande. Elle se déplaçait avec une grâce qui semblait impossible pour quelqu'un de sa taille. Quand elle se tint devant lui, il dut légèrement incliner la tête en arrière pour croiser son regard. « Tu ne veux pas de ça » dit-elle. Ce n'était pas une question. Tobias ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit car elle avait raison. Il ne voulait pas de ça. Mais il ne savait pas non plus quoi faire d'autre. Et quelque part sous la peur et la confusion, autre chose s'agitait, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix retentit de l'autre côté de la place. « Crow, c'est ta nouvelle femme. » C'était Arlon, l'un des ouvriers du ranch. Et il n'était pas seul. 3 autres hommes se tenaient avec lui, tous souriant comme s'ils venaient d'entendre la blague la plus drôle de leur vie. Et Tobias réalisa à cet instant que ce qui allait suivre définirait plus que sa relation avec Atsa. Cela définirait s'il pourrait un jour garder la tête haute dans cette ville. Arlon traversa la place avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Les 3 autres ouvriers du ranch suivirent comme des ombres, leurs bottes soulevant la poussière à chaque pas délibéré. Tobias sentit sa gorge se serrer. Il connaissait ces hommes, savait comment ils pensaient, savait ce qu'ils s'apprêtaient à faire. « Crow, tu vas nous présenter ton prix ?» Arlon s'arrêta à quelques pieds de distance. Ses yeux parcourant Atsa de haut en bas avec le genre de regard qui donnait la chair de poule à Tobias. « J'ai entendu dire que tu avais dépensé l'argent de tes bottes pour un billet. »
Je suppose que tu t'es dit que tu n'aurais pas besoin de bottes si tu devais être sur le dos toute la journée. Les autres hommes rirent, et Tobias sentit la chaleur inonder son visage. Atsa ne réagit pas. Elle se tenait parfaitement immobile, son expression indéchiffrable, mais Tobias remarqua ses mains. Elle s'était crispée en poings le long de son corps. Arlon le remarqua aussi. Il sourit plus largement. On dirait qu'elle pourrait te briser en deux, Croc. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Tobias se força à parler. Laisse tomber, Arlon. Laisse tomber. Arlon fit un pas de plus. Tu l'as gagnée à la loyale, non? Donc ça veut dire qu'elle t'appartient maintenant. Comme un cheval, comme un lopin de terre. Il tendit la main comme pour toucher le bras d'Atsa, et Tobias sentit quelque chose de vif et de froid s'installer dans sa poitrine. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Atsa le fit. Elle attrapa le poignet de Arlon en plein vol. Sa poigne était de fer. Le sourire de Arlon vacilla, remplacé par quelque chose de plus laid. Il essaya de retirer sa main, mais elle la tenait fermement. La place était devenue silencieuse. Les gens s'étaient arrêtés pour regarder. Atsa se pencha légèrement, amenant son visage au niveau de celui de Arlon, et quand elle parla, sa voix était basse et stable. « Touche-moi encore, et tu perdras cette main. » Arlon arracha son bras. Son visage devint rouge. « Vous entendez ça? Elle me menace. C'est une agression, Croc. Tu ferais mieux d'apprendre les bonnes manières à ta femme avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. » Il se tourna vers la foule rassemblée, élevant la voix. Voilà ce qui arrive quand on laisse des sauvages se promener comme s'ils étaient des gens. Ils oublient leur place. Le mot frappa Tobias comme un coup de poing. Il vit la mâchoire d'Atsa se crisper, la façon dont ses épaules se raidirent, et il réalisa avec une clarté écœurante que ce n'était pas seulement à propos de lui. C'était à propos de chaque homme dans cette ville qui la voyait comme quelque chose de moins qu'humain, quelque chose à utiliser, à moquer, à briser. Tobias s'avança, se plaçant entre Arlon et Atsa. Sa voix sortit plus doucement qu'il ne l'avait prévu, mais elle était stable. Tu n'as pas le droit de la toucher et tu n'as pas le droit de l'insulter. Arlon le fixa un long moment, puis rit. Tu la défends maintenant? Une femme qui pourrait probablement te soulever au développé couché? C'est tordant, Croc. Vraiment tordant. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Profite bien de ta nuit de noces, si tu y survis. Les autres hommes suivirent, leur rire résonnant sur la place. Quand ils furent partis, Tobias se tourna vers Atsa. Elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Tu n'avais pas besoin de faire ça, dit-elle. Je sais. Ils vont te rendre la vie encore plus difficile maintenant. Je le sais aussi. Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue sur l'estrade, quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Pas beaucoup, juste assez pour qu'il le remarque. Pourquoi as-tu acheté le billet? Tobias hésita. La vérité semblait trop lourde à dire à voix haute. Trop pathétique. Mais là, avec elle le dominant de sa hauteur et le poids du jugement de toute la ville pesant sur lui, il se surprit à répondre honnêtement. Parce que j'étais seul. Et j'ai pensé que peut-être quelqu'un d'autre l'était aussi. Atsa ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix était plus calme. L'homme qui organisait la loterie. Il m'a acheté à un traître il y a 3 mois. J'ai été enlevé à mon peuple après m'être défendu contre des hommes qui essayaient de faire du mal à un enfant. Ils ont dit que j'étais dangereuse. Que l'on ne pouvait pas me faire confiance. Alors ils m'ont vendu. Elle fit une pause, son regard lointain. J'ai été vendu 4 fois depuis. Chaque fois, ils promettent que ce sera différent. Chaque fois, c'est la même chose. Tobias sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Je ne suis pas comme eux. Peut-être, dit Atsa. Ou peut-être que tu n'en as simplement pas encore eu l'occasion. Avant que Tobias ne puisse répondre, un homme en manteau sombre s'approcha. Il était plus âgé, avec des cheveux argentés et un signe épinglé à sa poitrine. Le marshal de la ville. Il regarda Tobias, puis Atsa, puis de nouveau Tobias. Vous êtes Croc? Oui, monsieur. J'ai une plainte de Arlon Brigg. Il dit que votre femme l'a menacé. C'est vrai? Le ton du marshal était plat, ennuyé, comme s'il avait déjà décidé de la réponse. Tobias jeta un coup d'œil à Atsa.
Elle observait le marshal avec la même expression calme et indéchiffrable. Il pouvait lui dire de se taire. Il pouvait laisser les choses se dérouler comme elles le faisaient toujours, mais il pouvait faire quelque chose de différent. Il regarda de nouveau le marshal. Arlon a essayé de la toucher sans sa permission. Elle l'a arrêté. C'est tout. Le marshal l'étudia un long moment. Puis il soupira. Vous avez 3 jours pour officialiser ça, sinon elle retourne sur le bloc. Mon conseil, gardez-la hors de la ville d'ici là. Les gens d'ici n'aiment pas les ennuis. Il se tourna et s'éloigna, laissant Tobias et Atsa seuls sur la place qui se vidait. Atsa parla la première. Tu as un endroit où m'emmener? Tobias pensa à la remise. La fine couverture, l'odeur de foin. Pas vraiment. Alors nous avons un problème. La remise derrière le ranch Fletcher était à peine assez grande pour une personne, encore moins pour 2. Tobias se tenait sur le seuil, fixant l'espace étroit qui avait été sa maison pendant 3 ans, et sentit la honte s'abattre sur lui comme un lourd manteau. Atsa se tenait derrière lui, silencieuse. Elle n'avait pas dit un mot pendant la longue marche depuis la ville. Il pouvait sentir sa présence dans son dos, grande, solide et impossible à ignorer. C'est ici que tu vis. Sa voix ne contenait aucun jugement, mais Tobias le sentit quand même. La maison principale est pleine. Les ouvriers du ranch dorment dans le dortoir. Mais... Il s'interrompit. Le dortoir était hors de question. 20 hommes entassés dans une seule pièce, la plupart d'entre eux pas meilleurs que Arlon. Emmener Atsa là-bas serait comme la jeter au loup. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Atsa le dépassa pour entrer dans la remise. Elle dut se baisser légèrement pour ne pas se cogner la tête au plafond bas. Elle regarda autour d'elle la seule couverture, la caisse en bois qu'il utilisait comme table, le petit tas d'affaires dans le coin. Puis elle se tourna vers lui. Tu as renoncé à tes derniers 5 $ pour une chance d'avoir quelque chose de mieux que ça. Ce n'était pas une question, mais Tobias hocha la tête quand même. Et maintenant, tu es coincé avec moi. Elle s'assit par terre, le dos contre le mur. Même assise, elle occupait la majeure partie de l'espace. Tu aurais dû t'en aller quand tu m'as vu sur cette estrade. Leur dire que tu avais fait une erreur. Demander ton argent en retour. J'y ai pensé, admit Tobias. Il s'assit en face d'elle, leurs genoux se touchant presque dans l'espace exigu. Mais ensuite, j'ai pensé à ce qui t'arriverait si je le faisais. Les yeux d'Atsa se plissèrent. Tu penses m'avoir sauvé? Non. Je pense que j'ai tout compliqué. Il se frotta le visage avec les 2 mains. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas comment être marié. Je ne sais pas comment prendre soin de quelqu'un d'autre quand j'arrive à peine à prendre soin de moi. Alors pourquoi es-tu encore là? La question resta en suspens entre eux. Tobias la regarda vraiment, et vit au-delà de la taille, de la force et de la présence intimidante. Il vit l'épuisement dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissaient quand elle pensait que personne ne regardait, la façon dont ses mains tremblaient légèrement avant qu'elle ne les serre en poing. Parce que je suis fatigué d'être seul, dit-il doucement. Et je pense que peut-être que toi aussi. Atsa soutint son regard un long moment. Puis elle détourna les yeux, la mâchoire serrée. Être seul est plus sûr. Plus sûr que quoi? Que de faire confiance à quelqu'un qui finira par te faire du mal. Sa voix était plate, comme si elle énonçait une vérité évidente. J'ai fait confiance à mon peuple. Ils m'ont vendu. J'ai fait confiance au premier homme qui m'a acheté. Il m'a fait travailler comme un animal jusqu'à ce que je m'effondre. J'ai fait confiance au deuxième. Il a essayé de... Elle s'arrêta, ses mains se crispant de nouveau en poing. Le troisième était plus malin. Il m'a juste vendu avant que je ne puisse me défendre. Et maintenant, me voilà avec toi, un homme que je ne connais pas, dans un endroit où je ne veux pas être. Avec 3 jours avant qu'ils ne décident de ce qu'ils feront de moi ensuite. Tobias sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Je ne vais pas te faire de mal. Tu dis ça maintenant. Je le pense. Atsa rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Chaque homme le pense jusqu'à ce qu'il ne le pense plus. Elle appuya sa tête contre le mur, fermant les yeux. Tu devrais dormir. Demain, tu devras expliquer à ton patron pourquoi tu as ramené à la maison une femme plus grande que ses chevaux. Tobias voulait argumenter, dire quelque chose qui la ferait le croire, mais il pouvait voir l'épuisement gravé sur chaque ligne de son visage. Alors, à la place,
Il attrapa la couverture et la lui tendit. Tiens, prends-la. Elle ouvrit les yeux, regardant la couverture, puis lui. Où dormiras-tu? Je trouverai quelque chose. C'est stupide. Peut-être. Il continua de tendre la couverture. Mais je ne vais pas te faire dormir sur le sol nu. Atsa le fixa un instant de plus, puis prit la couverture. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et Tobias sentit quelque chose d'électrique passer entre eux. Elle a dû le sentir aussi, car elle se retira rapidement, ses yeux s'écarquillant légèrement. Juste une seconde, il vit quelque chose de vulnérable traverser son visage avant que les murs ne se relèvent. Le bruit de bottes sur le gravier les fit sursauter tous les deux. Quelqu'un approchait de la remise. Tobias se leva rapidement, sortant. C'était Fletcher, le propriétaire du ranch. C'était un homme corpulent au visage comme du cuir usé et aux yeux qui ne manquaient rien. Il regarda Tobias, puis le dépassa pour regarder dans la remise où Atsa était assise, et son expression s'assombrit. « J'ai entendu dire que tu t'étais trouvé une femme, Crow. »« Oui, monsieur. »« J'ai entendu dire qu'elle est apache. »« Oui, monsieur. » Fletcher resta silencieux un moment, mâchant quelque chose que Tobias ne pouvait pas voir. Puis il cracha dans la poussière. « Tu as 48 heures pour la faire sortir de ma propriété. Je me fiche où vous allez ou ce que vous faites, mais je ne la veux pas ici. Compris? » Tobias sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur Fletcher, je... » 48 heures, Crow. Et si tu es malin, tu partiras avec elle. Parce qu'à l'aube, chaque homme dans ce dortoir saura qu'il y a une femme apache qui dort à 20 pieds de là. Et je ne peux pas promettre qu'ils la laisseront tranquille. Fletcher se tourna et s'éloigna, laissant Tobias debout dans l'obscurité avec le poids de choix impossible pesant sur lui. À l'intérieur de la remise, Atsa parla doucement. « Tu l'as entendu. Tu as 48 heures pour décider si je vaux la peine de perdre tout ce que tu as. » Il n'y avait aucun défi dans sa voix, juste de la résignation, comme si elle avait déjà décidé de ce que serait sa réponse. Et Tobias réalisa, debout dans le noir, qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire. Tobias ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis à l'extérieur de la remise, le dos contre le mur en bois, à regarder les étoiles se déplacer dans le ciel et à écouter les bruits du ranch s'installer dans l'obscurité. À l'intérieur, la respiration d'Atsa était régulière et profonde. Elle s'était endormie rapidement, comme quelqu'un qui avait appris à se reposer là où elle le pouvait. Il enviait cela. Son esprit ne cessait de tourner les paroles de Fletcher. 48 heures. Fais-la sortir de ma propriété. Chaque homme dans ce dortoir saura. Quand les premières lueurs commencèrent à poindre à l'horizon, Tobias se leva et étira ses muscles endoloris. Il avait pris une décision pendant les heures sombres avant l'aube. C'était probablement la décision la plus stupide de sa vie, mais c'était la seule qui lui semblait juste. Il frappa doucement à la porte de la remise. « Atsa, nous devons partir. » Elle fut réveillée instantanément, s'asseyant et le regardant avec des yeux alertes. Pas de somnolence, pas de confusion, juste une disponibilité immédiate. « Où allons-nous ? » Loin d'ici, avant que les autres ne se réveillent. Il garda la voix basse. Le dortoir était assez proche pour que des voix fortes puissent être entendues. Il y a une colonie à environ 2 jours de route vers le nord. Un petit endroit. Il pourrait avoir du travail. Peut-être un endroit où nous pourrons rester. Atsa se leva, se baissant sous le plafond bas. Tu quittes le ranch. Je n'ai pas le choix. Si, tu l'as. Elle s'approcha, et dans la pénombre, il pouvait voir le conflit dans ses yeux. Tu peux dire à Fletcher que je me suis enfui dans la nuit. Dis-lui que tu as essayé de m'arrêter mais que j'étais trop forte. Personne ne le remettrait en question. Tu pourrais garder ton travail. Garder ta vie. Tobias croisa son regard. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi? La même chose que d'habitude. Sa voix était plate. Je survis. Je le fais toujours. Ce n'est pas suffisant. Ça doit l'être. Parce que je ne te laisserai pas te détruire pour moi. Je n'en vaux pas la peine. Elle le dit avec une telle conviction que Tobias sentit quelque chose se briser en lui. Elle le croyait vraiment. Après tout ce qu'elle avait enduré, elle en était venue à se voir comme quelque chose de jetable, quelque chose qui ne valait pas la peine d'être sauvé. Tu as tort, dit Tobias doucement. Sur toi-même. Sur ce que tu vaux. Et j'en ai fini de faire semblant de ne pas le voir.
Il se tourna vers la maison principale. Attends ici. Je dois aller chercher ma paix auprès de Fletcher. Il ne te la donnera pas, alors je prendrai ce qui m'est dû. Tobias commença à marcher, le cœur battant. Il n'avait jamais rien volé de sa vie. N'avait même jamais élevé la voix contre un employeur. Mais quelque chose avait changé en lui pendant la longue nuit. Quelque chose qui le mettait plus en colère qu'il ne l'avait jamais été. La maison principale était sombre. Tobias se glissa par la porte de derrière, se déplaçant aussi silencieusement que possible. Il savait où Fletcher gardait la caisse, l'avait vu l'ouvrir une centaine de fois en payant les ouvriers. Le bureau n'était pas verrouillé. Tobias trouva la boîte sur le bureau, l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des billets et des pièces. Il compta 3 mois de salaire. Ce qui lui était dû, rien de plus. Il referma la boîte, se tourna pour partir, et trouva Fletcher debout dans l'encadrement de la porte. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne parla. L'expression de Fletcher était indéchiffrable. Puis il soupira et s'écarta. Fous le camp d'ici, Croc. Et ne reviens pas, Tobias cligna des yeux, ne croyant pas tout à fait ce qu'il entendait. Vous me laissez partir. Je te laisse partir avec ce qui est à toi. Il y a une différence. La voix de Fletcher était dure, mais pas méchante. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Je ne peux pas la voir ici. Mais je ne peux pas non plus supporter l'idée de ce que ces hommes feraient si elle restait. Alors, prends ton argent, prends ta femme, et allez aussi loin d'ici que possible. Tobias voulait demander pourquoi, voulait comprendre ce qui avait changé. Mais l'expression de Fletcher lui dit de ne pas tenter sa chance. Il hocha la tête une fois et passa devant, serrant l'argent dans son poing. Quand il retourna à la remise, Atsa se tenait dehors, ses quelques affaires enveloppées dans un morceau de tissu. Elle regarda l'argent dans sa main. Il te l'a donné. Plus ou moins. Tobias glissa les billets dans sa poche. Nous devons partir maintenant, avant que quelqu'un d'autre ne se réveille. Ils se déplacèrent rapidement dans l'obscurité d'avant l'aube, restant dans l'ombre alors qu'ils se dirigeaient vers le bord de la propriété. Tobias jetait constamment des coups d'œil en arrière, s'attendant à entendre des cris, à voir des hommes sortir en masse du dortoir, mais le ranch resta silencieux. Ils atteignirent la route principale juste au moment où le soleil se levait sur les collines, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Atsa s'arrêta de marcher et se tourna pour regarder le ranch. Tobias s'arrêta à côté d'elle. Qu'y a-t-il? J'essayais de me souvenir de la dernière fois que quelqu'un m'a choisi plutôt que quelque chose de plus facile. Sa voix était douce, presque interrogative. Je ne peux pas, Tobias ne savait pas quoi dire à cela, alors il resta là, assez près pour que leurs épaules se touchent presque, et regarda le lever du soleil avec elle. Après un moment, Atsa parla de nouveau. La colonie dont tu as parlé, à 2 jours au nord, tu y es déjà allé? Non. Donc, tu ne sais pas s'il y a du travail, ou un endroit où rester, ou s'ils me laisseront même passer les portes? Non, admit Tobias. Je ne sais rien de tout ça. Atsa hocha lentement la tête. Puis, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle sourit. C'était petit et prudent, comme quelque chose de fragile essayant de percer la pierre. Alors, je suppose que nous allons le découvrir ensemble. Ils se remirent en marche, côte à côte, alors que le soleil montait plus haut et que la route s'étendait devant eux. Derrière eux, le ranch disparut au loin. Et avec lui, la seule vie que Tobias avait connue depuis des années. Il aurait dû avoir peur, aurait dû sentir le poids de l'incertitude l'écraser. Mais au lieu de cela, en marchant à côté d'Atsa avec la lumière du matin sur son visage, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il ressentit de l'espoir. Cet espoir dura exactement 3 miles. C'est à ce moment-là qu'ils virent les cavaliers approcher du nord. 4 hommes à cheval, se déplaçant rapidement, et à leur tête se trouvait Arlon Brigg. Les cavaliers ralentirent en approchant, se déployant sur la route pour bloquer le passage. Arlon s'assit au centre, son expression suffisante. Les 3 autres hommes, Tobias les reconnut du ranch. L'un d'eux tenait une corde enroulée. Un autre avait un fusil posé sur sa selle, bien qu'il ne l'ait pas encore levé. Ils n'étaient pas là pour parler. Ils étaient là pour prendre. Tiens, dit Arlon, sa voix portant facilement dans l'air calme du matin. Regardez ce que nous avons trouvé. Un voleur et sa propriété qui s'enfuit dans la nuit. Il dirigea le dernier mot vers Atsa, ses yeux la parcourant avec le genre de regard qui retournait l'estomac de Tobias. Nous ne fuyons pas,
dit Tobias, forçant sa voix à rester stable. Nous partons. Il y a une différence. Pas selon Fletcher. Il nous a envoyés pour ramener ce qui est à lui. Arlon se pencha en avant sur sa selle. Tu vois, il s'avère que cette loterie que tu as gagnée n'était pas tout à fait légale. Ce qui signifie que cette femme là-bas ne t'appartient pas. Elle appartient à l'homme qui l'a payée et il veut récupérer son investissement. Tobias sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu mens. Est-ce que je mens? Arlon sourit. Demande-lui. Demande-lui à qui elle appartient vraiment. Vas-y, Tobias regarda Atsa. Son visage était devenu très immobile, mais il pouvait voir quelque chose de sombre et de furieux monter derrière ses yeux. C'est vrai? Le marchand qui organisait la loterie, dit-elle doucement. Il n'avait pas le droit de me vendre, mais il l'a fait quand même. Il fait ça. Achète des gens dont personne ne remarquera la disparition. Les vend à quiconque a de l'argent. Et quand ils essaient de partir? Elle fit un geste vers les cavaliers, il envoie des hommes pour les ramener. L'homme avec le fusil bougea, le levant légèrement. Ne visant pas encore. Juste pour s'assurer que tout le monde le voyait. Tu as deux choix, Croc. T'en aller maintenant et on oublie ce qui s'est passé. Ou essayer de la garder et découvrir ce qui arrive aux voleurs par ici. L'esprit de Tobias tournait à toute vitesse. 4 hommes armés à cheval. Lui et Atsa à pied, sans nulle part où fuir et rien pour se battre, sauf le désespoir. Le choix intelligent était évident, le choix sûr. Le choix qui lui permettrait de vivre pour voir demain. Il regarda de nouveau Atsa. Elle le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire, attendant de voir ce qu'il ferait, s'attendant à ce qu'il s'en aille, à ce qu'il la laisse comme tous les autres l'avaient fait. Non, dit Tobias. Arlon haussa un sourcil. J'ai dit non. Elle n'appartient à personne. Ni à moi. Ni à ton ami le marchand. Ni à toi. Tobias s'avança, se plaçant entre Atsa et les cavaliers. Ses mains tremblaient, mais il les garda le long de son corps. Alors vous pouvez faire demi-tour et repartir. Dites à celui qui vous a envoyé qu'elle est partie, que vous n'avez pas pu nous trouver. Un des autres cavaliers rit. Tu as du cran, Croc. Un cran stupide. Mais du cran. Il commença à descendre de cheval. C'est à ce moment-là qu'Atsa bougea. Elle n'hésita pas, ne les avertit pas. Elle bougea simplement. Sa main jaillit et attrapa les rênes du cheval le plus proche, tirant fort. L'animal se cabra, et le cavalier tomba à la renverse dans la poussière. Avant que les autres ne puissent réagir, Atsa avait déjà saisi le fusil de l'homme tombé et l'avait brandi comme une massue, frappant durement le flanc du cheval du deuxième cavalier. Le cheval s'emballa, emportant son cavalier dans un galop paniqué. Arlon essaya de dégainer son pistolet, mais Tobias fut plus rapide. Il se jeta en avant et attrapa la jambe de Arlon, tirant fort. Arlon jura et donna des coups de pied, mais Tobias s'accrocha de toutes ses forces. Ils tombèrent tous les deux dans un enchevêtrement de membres et de poussière. Tobias sentit quelque chose craquer contre ses côtes, et la douleur explosa dans sa poitrine, mais il ne lâcha pas. Le quatrième cavalier avait maintenant son fusil levé, visant Atsa. Elle le vit et plongea sur le côté juste au moment où le coup de feu retentit. La balle frappa la terre là où elle se tenait une seconde auparavant. Elle roula, se releva en courant et percuta le cheval avant que le cavalier ne puisse tirer à nouveau. L'impact fut suffisant pour faire trébucher l'animal, et le cavalier lâcha le fusil, essayant de se retenir. Atsa attrapa le fusil et le jeta aussi loin qu'elle le put dans les broussailles. Puis elle se retourna vers le cavalier, la poitrine haletante. Fichez le camp d'ici maintenant, avant que je ne change d'avis sur le fait de vous laisser partir. Le cavalier la regarda, puis ses compagnons. L'un gémissait par terre. L'un poursuivait toujours son cheval en fuite. Arlon se débattait sous le poids de Tobias. Le cavalier prit sa décision. Il éperonna son cheval et s'éloigna sans regarder en arrière. Atsa se dirigea vers l'endroit où Tobias épinglait Arlon. Elle s'accroupit, rapprochant son visage du sien. Tu diras à ton ami le marchand que s'il envoie quelqu'un d'autre après moi, je ne serai pas aussi clémente. Compris? Arlon cracha du sang dans la poussière, mais hocha la tête. Atsa se releva et fit signe à Tobias de le laisser partir. Quand il le fit, Arlon se releva en se dépêchant et courut vers son cheval. En quelques instants, lui et l'autre cavalier avaient disparu, ne laissant que de la poussière et l'odeur de la poudre à canon.
Tobias se releva lentement, se tenant les côtes. La douleur était vive et insistante. Atsa fut immédiatement à ses côtés. Tu es blessé. Je survivrai. Il essaya de sourire, mais cela ressembla plus à une grimace. Tu n'avais pas besoin de mon aide. Si, j'en avais besoin. Elle examinait son flanc avec des doigts prudents. Si tu n'avais pas attrapé Arlon, il m'aurait tiré dessus. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé la mienne d'abord. Sur la place, quand tu l'as empêché de me ridiculiser. Tobias la regarda. La regarda vraiment, la façon dont la lumière du matin se prenait dans ses cheveux sombres. La force de ses mains et la vulnérabilité de ses yeux. Je pense que nous sommes quittes. Atsa soutint son regard un long moment. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se pencha en avant et pressa son front contre le sien. Ce fut bref, ne durant qu'une seconde, mais Tobias sentit le geste jusqu'à la moelle de ses os. Un signe de respect, de confiance, de quelque chose de plus profond pour lequel aucun d'eux n'avait encore de mots. Quand elle se retira, son expression était sérieuse. Nous ne pouvons plus aller vers le nord maintenant. Ils surveilleront les routes. Nous devons aller quelque part où ils ne penseront pas à chercher. Où? Atsa regarda vers l'est, où la terre s'élevait en collines rocheuses et en arbres clairsemés. Mon peuple avait des terrains de chasse dans ces collines. Il y a des grottes, des endroits cachés. Nous pourrions nous y cacher jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de bouger à nouveau. Ton peuple, répéta Tobias. Ceux qui t'ont vendu. Pas tous. Juste ceux qui avaient peur. Elle commença à marcher vers les collines. Ceux qui n'ont pas peur. Ils pourraient encore aider, si je peux les trouver. Tobias suivit, chaque pas envoyant une douleur aiguë dans ses côtes. Mais il suivit quand même, parce que l'alternative était de retourner en arrière, et retourner en arrière signifiait la perdre. Et il n'était pas prêt à faire ça. Pas maintenant. Pas après tout ça. Il espérait juste que la grotte dont elle parlait existait vraiment, et que son peuple, s'il les trouvait, ne déciderait pas de finir ce que les cavaliers avaient commencé. L'ascension dans les collines prit la majeure partie de la journée. Les côtes de Tobias hurlaient à chaque pas, et à la mi-journée, il transpirait à travers sa chemise malgré l'air frais. Atsa marchait devant, se déplaçant avec le genre de certitude qui venait de la mémoire. Elle connaissait ces sentiers, les avait parcourus auparavant. De temps en temps, elle s'arrêtait et attendait qu'il la rattrape, ses yeux scrutant les rochers au-dessus d'eux, comme si elle lisait une langue qu'il ne comprenait pas. Ils atteignirent les grottes juste au moment où le soleil commençait sa descente vers l'horizon. L'entrée était cachée derrière une chute de broussailles et de pierres, facile à manquer si l'on ne savait pas où chercher. Atsa se fraya un chemin à travers les broussailles et disparut dans l'obscurité. Tobias suivit, la main pressée contre ses côtes blessées. À l'intérieur, la grotte s'ouvrait sur un espace plus grand, frais et sec. La lumière filtrait à travers des fissures dans la roche au-dessus, créant des motifs sur le sol en pierre. Atsa se tenait au centre de la grotte, la tête renversée, regardant quelque chose sur le mur. Tobias s'approcha et vit des marques, des symboles peints en rouge et noir délavés. Il ne pouvait pas les lire, mais Atsa le pouvait. Ses doigts tracèrent doucement les lignes. C'était un camp d'hiver, dit-elle doucement. Ma grand-mère m'a amené ici quand j'étais jeune. Elle m'a appris quelles plantes étaient comestibles, quelles traces appartenaient aux cerfs et lesquelles aux prédateurs. Elle baissa la main. Elle est morte l'hiver avant que je ne sois enlevé. Tobias voulait dire quelque chose, mais les mots semblaient inadéquats, alors il resta juste à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent. Après un moment, Atsa s'enfonça plus profondément dans la grotte. Elle s'agenouilla à côté d'un tas de pierres et commença à les écarter. En dessous se trouvait une petite cache, de vieilles couvertures bien enroulées et encore intactes, une pochette en cuir contenant des herbes séchées, un couteau avec un manche en os. Elle leva le couteau, l'examinant à la faible lumière. Elle a laissé ça ici, des provisions pour quiconque en aurait besoin. Elle disait toujours, la terre pourvoit, mais seulement si tu es assez sage pour te préparer. On dirait qu'elle était forte, dit Tobias. C'était la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Atsa posa le couteau et déroula l'une des couvertures. Assieds-toi. Laisse-moi regarder tes côtes. Tobias hésita, puis s'assit sur un rocher plat. Atsa s'agenouilla devant lui et souleva délicatement sa chemise. Ses doigts étaient doux mais fermes alors qu'il sondait son flanc. Il grimaça quand elle toucha un point particulièrement sensible. Deux côtes fêlées, peut-être cassées, dit-elle.
Tu as besoin de repos et tu dois arrêter de bouger autant. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. Si, maintenant nous l'avons. Elle prit les herbes de la pochette et les écrasa entre ses paumes. L'odeur était vive et nette, comme de la menthe mélangée à quelque chose de médicinal. Cela aidera avec la douleur. Ma grand-mère m'a appris. Elle pressa les herbes écrasées contre sa peau, et il sentit un soulagement rafraîchissant immédiat. Puis elle prit des bandes de tissu d'une des couvertures et commença à envelopper ses côtes, les bandant fermement. Ses mains travaillaient avec une efficacité exercée, et Tobias se surprit à regarder son visage plutôt que ce qu'elle faisait. Il y avait quelque chose de différent chez elle ici, quelque chose de plus doux, comme si être dans cet endroit avait enlevé une couche d'armure. « Pourquoi as-tu vraiment quitté ton peuple » demanda-t-il doucement. Les mains d'Atsa s'arrêtèrent. Elle ne leva pas les yeux. « Je t'ai dit que je me suis défendu contre des hommes qui essayaient de faire du mal à un enfant. Mais il y a plus que ça. Je le vois dans tes yeux chaque fois que tu parles d'eux. » Elle finit de nouer le bandage et s'assit sur ses talons. Pendant un long moment, elle resta silencieuse. Puis elle parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. L'enfant était la fille de ma sœur. Elle avait 8 ans. Il y avait des commerçants qui sont venus à notre camp. Des hommes blancs qui cherchaient à acheter des chevaux. Mais ils voulaient plus que des chevaux. Ils l'ont vu et La mâchoire d'Atsa se crispa. Je les ai arrêtés, j'ai cassé le bras d'un homme, j'ai failli tuer l'autre. Mais les traîtres avaient de l'argent, de l'influence. Ils sont allés voir le marshal de la ville et ont dit que nous les avions attaqués sans raison. Les anciens ont eu peur. Peur de ce qui arriverait s'ils me protégeaient, peur que le marshal vienne avec des soldats. Alors ils ont fait un choix. Elle leva enfin les yeux vers lui. Ils m'ont vendu au même traître que j'avais combattu. Ils ont dit que c'était la justice. Que cela maintiendrait la paix. Tobias sentit quelque chose de froid et de furieux s'installer dans son estomac. Et ta nièce ? Elle est en sécurité. C'est tout ce qui compte. Atsa se leva, lui tournant le dos. Les anciens ont fait le choix qu'ils pensaient devoir faire. Je ne leur en veux pas d'avoir eu peur. Mais je ne leur pardonnerai jamais pour ça. Tobias se leva également, ignorant la douleur aiguë dans ses côtes. Il traversa la grotte et se tint derrière elle. Deuxième partie. Tu as tout sacrifié pour elle. Je le referai. Je sais. Il tendit la main, hésita, puis toucha doucement son épaule. Elle ne se retira pas. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Atsa se tourna pour lui faire face. Ils étaient proches maintenant. Assez proches pour qu'il puisse sentir la chaleur qui émanait d'elle. Assez proches pour voir les larmes qu'elle luttait pour retenir. Pourquoi, demanda-t-elle, la voix rauque. Pourquoi continues-tu de me choisir? Tu aurais pu t'en aller une douzaine de fois. Tu aurais pu te sauver. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tobias réfléchit à la question, à la remise et à la solitude, au pari désespéré sur un billet de loterie à 5 $, au moment où il l'avait vu pour la première fois sur cette estrade et avait senti quelque chose basculer en lui. Parce que, dit-il lentement, j'ai passé 3 ans à dormir seul dans une remise, en me disant que j'allais bien, en me disant que je n'avais besoin de personne. Et puis je t'ai vu et j'ai réalisé que je m'étais menti tout ce temps. J'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenait ce que c'était que d'être rejeté. Quelqu'un d'assez fort pour y survivre. Quelqu'un qui... Il s'arrêta, cherchant les mots justes. Quelqu'un comme toi. Atsa le dévisagea un long moment. Puis, sans crier gare, elle combla la distance entre eux. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser féroce, désespéré et rempli de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Tobias se figea une fraction de seconde, puis lui rendit son baiser, ses mains venant encadrer son visage. Elle était plus grande, plus forte, tout en elle était écrasant. Mais à cet instant, la tenant et étant tenu par elle, il n'avait jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans sa vie. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Atsa posa son front contre le sien. Si nous faisons ça, murmura-t-elle, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils nous traqueront, le marchand, la ville, peut-être même mon peuple. Nous n'aurons rien d'autre que l'un l'autre. Tobias sourit. Malgré tout, je vis avec rien depuis des années. T'avoir, c'est comme avoir tout. À l'extérieur de la grotte, le soleil s'était complètement couché et l'obscurité s'installait sur les collines. Et dans cette obscurité, aucun d'eux n'entendit les pas qui approchaient.
Aucun d'eux ne vit la silhouette qui se tenait à l'entrée de la grotte jusqu'à ce qu'une voix s'élève des ombres. Atsa, je te cherchais. Ils se retournèrent tous les deux d'un bond. Se tenant à l'entrée, éclairée par la lune, se trouvait une femme. Elle était plus âgée, avec des mèches grises dans ses cheveux sombres, et elle se tenait avec une sorte d'autorité qui n'avait besoin d'aucune arme. Le corps entier d'Atsa se raidit. Nalnish, souffla-t-elle. Le nom sonnait à la fois comme une prière et une malédiction. La femme entra dans la grotte, et Tobias vit immédiatement la ressemblance. Même pommette haute, mêmes yeux sombres, même présence féroce. Bonjour, ma sœur, dit la femme. Nous devons parler. Atsa resta figée, sa main se déplaçant instinctivement vers le couteau à sa ceinture. Nalnish remarqua le mouvement et leva lentement la main, paumes ouvertes. Je ne suis pas venu pour me battre avec toi. Alors pourquoi es-tu venu? La voix d'Atsa était froide, sur ses gardes. Les yeux de Nalnish se posèrent sur Tobias, l'évaluant d'un seul regard. Est-ce l'homme de la loterie? Celui qui a refusé de te rendre au cavalier du marchand? Comme aucun d'eux ne répondait, elle hocha la tête. Les nouvelles voyagent vite dans ces collines, plus vite que tu ne le penses. Il y a des gens qui ont vu le combat sur la route, qui l'ont vu se tenir entre toi et 4 hommes armés. Elle regarda de nouveau Atsa. Les gens parlent, ma sœur, disant, peut-être qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui la voit comme plus qu'une arme ou un fardeau. Que veux-tu, Nalnish? La voix d'Atsa était tranchante, coupant court au faux-semblant. Nalnish baissa lentement la main. Les anciens m'ont envoyé. Ils veulent t'offrir quelque chose. Je ne veux rien d'eux. Pas même ta liberté. Nalnish sortit un papier plié de sa veste. Ceci est un acte, un titre de propriété légale. Il dit que tu n'appartiens à personne. Ni aux marchands, ni aux commerçants, à personne. Les anciens ont racheté ton contrat aux marchands il y a 2 jours. Ils ont utilisé la plupart des économies de la tribu pour le faire. Elle tendit le papier. Tu es libre, Atsa. Libre d'aller où tu veux. Libre de vivre comme tu le choisis. Atsa fixa le papier comme s'il pouvait être empoisonné. Pourquoi ferait-il ça? Parce que ma fille n'a pas cessé de demander de tes nouvelles depuis que tu es parti. La voix de Nalnish se brisa légèrement. Chaque soir, elle demande quand tu rentreras à la maison. Chaque soir, je dois lui dire que je ne sais pas. Elle a 10 ans maintenant. Elle se souvient de ce que tu as fait pour elle, de ce que tu as sacrifié, et elle veut te revoir. Tobias observait attentivement le visage d'Atsa. Il voyait la guerre qui se déroulait derrière ses yeux, la colère, le désir, la peur. Quel est le prix? Demanda-t-elle finalement. Pas de prix. Nalnish fit un pas de plus. Mais il y a une condition. Si tu reviens pour de bon. Fini de fuir. Fini d'être vendu. Tu aurais de nouveau une place parmi nous. Un foyer, ta nièce, ta famille. Elle marqua une pause. Mais tu devrais le laisser derrière toi. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une lame. Tobias sentit sa poitrine se serrer. Bien sûr, il y avait une condition. Il y avait toujours une condition. Nalnish le regarda directement maintenant. Les anciens ne t'autoriseront pas dans notre camp. Tu n'es pas l'un des nôtres. Et après tout ce qui s'est passé, ils ne peuvent pas risquer plus de conflits avec les colonies. Ce n'est pas personnel. C'est de la survie. C'est de la lâcheté, dit Atsa, sa voix basse et dangereuse. Peut-être. Nalnish ne s'y a pas, mais c'est aussi la seule façon pour eux de justifier de dépenser tout ce qu'ils avaient pour te libérer. Ils se sont dit qu'ils sauvaient l'une des leurs, qu'ils te ramenaient à la maison. Mais ils ne peuvent pas le faire si tu l'amènes avec toi. Tobias se força à parler. Atsa, accepte. Elle se tourna vivement vers lui. Quoi? Accepte l'offre. Retourne auprès de ton peuple. Revois ta nièce. Il garda sa voix stable même si tout en lui hurlait. Tu l'as dit toi-même. Nous n'aurons rien d'autre que l'un l'autre. Mais de cette façon, tu auras tout. Un foyer, une famille, la liberté. Une vraie liberté, pas seulement la fuite. Et toi, qu'auras-tu? Les yeux d'Atsa étaient féroces, scrutant son visage. Tu retourneras dormir dans des remises, à te tuer au travail, à être seul. Je survivrai. Je le fais toujours. Il fit écho à ses propres paroles de la veille et la vit tressaillir en les entendant.
C'est différent pour toi. Tu as une chance de retrouver ta vie. Je n'en ai jamais eu une à perdre. Tu penses que je pourrais y retourner et être heureuse? Atsa se rapprocha de lui, sa voix s'élevant. En sachant que je t'ai quitté, en sachant que j'ai choisi le confort plutôt que la seule personne qui m'a réellement choisi en premier. Elle se tourna de nouveau vers Nalnish. Dis aux anciens que j'apprécie le geste, mais que je ne reviendrai pas. Pas à ces conditions. Nalnish soupira, ses épaules s'affaissant. Je savais que tu dirais ça. Eux aussi, pour être honnête. Mais je devais essayer. Pour le bien de ma fille. Elle remit le papier dans sa veste. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Le marchand qui possédait ton contrat, il n'est pas content que les anciens se soient ingérés. Il a posé des questions, offrant de l'argent pour des informations sur l'endroit où tu aurais pu aller. Et il y a des hommes dans les colonies qui feront n'importe quoi pour de l'argent. Combien de temps avons-nous? Demanda Tobias. Un jour, peut-être deux. Nalnish regarda entre eux. Il y a un endroit à 3 jours de cheval vers l'ouest. Une colonie près de la frontière. Assez petite pour que l'influence du marchand ne s'y étende pas. Assez rude pour que les gens ne posent pas de questions. Vous pourriez y disparaître. Recommencer. Pourquoi nous dis-tu cela? Demanda Atsa. Nalnish sourit tristement. Parce que tu es ma sœur, et parce que peut-être que les anciens ont tort. Peut-être que choisir quelqu'un qui te choisit en retour vaut plus que la sécurité. Elle se dirigea vers l'entrée de la grotte, puis s'arrêta et regarda en arrière. Ma fille s'appelle Ka maintenant. Elle l'a changé l'année dernière. Elle a dit qu'elle voulait un nom qui signifie que sa vie lui appartient. Je pensais que tu devais le savoir. Ce que tu as fait pour elle, ça a compté. Puis elle disparut, s'évanouissant dans l'obscurité extérieure. Atsa resta très immobile, fixant l'entrée vide. Tobias attendit, lui laissant le temps. Finalement, elle se tourna vers lui. Tu allais vraiment me laisser partir? Oui. Même si ça t'aurait détruit? Oui. Elle traversa la grotte en 3 longues foulées et le serra dans une étreinte féroce. Il haleta alors que la douleur lui transperçait les côtes, mais il ne se dégagea pas. Tu es un idiot, dit-elle dans son épaule. Un idiot têtu et altruiste. Je sais. Nous pourrions avoir cette vie, la vie sûre, la vie facile. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de m'éloigner de toi. Elle recula pour le regarder. Mais je ne veux pas de la facilité. Je veux du vrai. Et tu es la seule chose vraie que j'ai trouvée depuis des années. Tobias lui prit le visage entre ses mains. Alors, nous allons vers l'ouest. En 3 jours, nous trouvons cette colonie et nous recommençons, ensemble. Ensemble, répéta-t-elle. Puis elle l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, comme une promesse scellée. Quand ils se séparèrent, elle posa sa tête contre sa poitrine, en faisant attention à ses côtes blessées. Nous devrions partir avant l'aube, avant que quelqu'un d'autre ne nous trouve. D'accord. Tobias la serra contre lui, sentant le rythme régulier de sa respiration. Dehors, le vent se leva, apportant l'odeur de la pluie. Quelque part au loin, il crut entendre des chevaux. Mais peut-être que ce n'était que son imagination. Peut-être que c'était juste la peur qui les suivait depuis le moment où il avait gagné ce billet de loterie. Il ferma les yeux et essaya de se concentrer sur la sensation d'elle dans ses bras. Solide, réel, valant tous les risques. Ils avaient 3 jours pour atteindre la sécurité. 3 jours pour semer le marchand et ses hommes. 3 jours avant de pouvoir enfin cesser de regarder par-dessus leur épaule. Mais d'abord, ils devaient survivre à la nuit. Et alors que le bruit des chevaux se faisait plus fort, plus proche, Tobias réalisa avec une certitude glaciale que survivre pourrait être plus difficile qu'il ne le pensait. Car quiconque arrivait ne prenait pas de précautions. Ils ne cachaient pas leur approche, ce qui signifiait qu'ils se moquaient d'être entendus, ce qui signifiait qu'ils étaient confiants. Et la confiance, chez des hommes comme ceux-là, signifiait généralement le nombre. Un nombre qu'ils ne pouvaient pas combattre. Un nombre dont ils ne pouvaient que fuir, s'ils étaient assez rapides, s'ils étaient assez chanceux, s'il leur restait la moindre chance. Le bruit des chevaux s'intensifia. Tobias en compta au moins 6, peut-être plus. Trop nombreux pour se battre, trop nombreux pour raisonner avec. Atsa attrapa sa main et le tira plus profondément dans la grotte. Il y a une autre sortie. Un passage que ma grand-mère m'a montré. Il est étroit, mais nous pouvons passer.
Ils se déplacèrent rapidement dans l'obscurité. Hatsa naviguant de mémoire tandis que Tobias gardait une main sur son dos et l'autre pressée contre ses côtes douloureuses. Derrière eux, des voix résonnaient dans la grotte. Des hommes qui criaient, des bottes qui raclaient la pierre. Le marchand avait envoyé plus que de simples cavaliers cette fois. Il avait envoyé des chasseurs. Le passage qu'Hatsa leur fit emprunter était à peine assez large pour ses épaules. Tobias dut se tourner de côté par endroits, retenant des gémissements alors que le mouvement tirait sur ses côtes blessées. Mais ils continuèrent d'avancer, de pousser, jusqu'à ce qu'enfin le passage s'ouvre et qu'ils débouchent sur un flanc de colline rocheux. L'air nocturne les frappa comme de l'eau froide. En contrebas, ils pouvaient voir des torchers se déplacer dans l'obscurité. Les hommes se dispersaient, cherchant. Ils finiront par trouver le passage, murmura Hatsa. Nous devons prendre de la distance, vite. Elle regarda vers l'ouest, là où Nalnish avait dit que se trouvait la colonie. 3 jours à pied, peut-être 2 s'ils forçaient l'allure sans s'arrêter. Mais Tobias était déjà en difficulté. Sa respiration était laborieuse, son visage pâle même au clair de lune. « Je vais te ralentir, dit-il. Alors nous irons lentement, ensemble. » Hatsa prit son bras et l'enroula autour de ses épaules, soutenant son poids. « Nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous n'allons pas abandonner maintenant. » Ils se déplacèrent dans la nuit comme des fantômes, utilisant chaque ombre et chaque rocher pour se couvrir. La connaissance du terrain d'Hatsa leur permit de garder une longueur d'avance sur leurs poursuivants. Elle savait quels sentiers faisaient du bruit et lesquels restaient silencieux. Savait où l'eau coulait pour que leurs traces soient plus difficiles à suivre. Savait lire les étoiles et les maintenir dans la bonne direction même lorsque l'épuisement menaçait de les terrasser tous les deux. Au lever du soleil du premier jour, ils avaient mis des kilomètres entre eux et la grotte. Mais la poursuite ne cessa pas. Tout au long de cette journée et de la suivante, ils virent des cavaliers à l'horizon, de la fumée de camps lointains. Le marchand n'abandonnait pas. Il avait trop investi, perdu trop de prestige. C'était devenu plus qu'une question d'argent. C'était devenu une question d'orgueil. La deuxième nuit, ils trouvèrent refuge dans le lit d'une rivière asséchée, sous un surplomb rocheux. La fièvre de Tobias avait commencé cet après-midi-là, son corps se rebellant enfin contre les côtes fêlées et le mouvement constant. Hatsa le serra contre elle pendant qu'il frissonnait, utilisant la chaleur de son propre corps pour le garder au chaud. Elle lui chuchota dans sa propre langue. Des mots qu'il ne comprenait pas mais qui sonnaient comme des prières, des promesses, ou les deux. « Je te ralentis » marmonna-t-il entre ses dents qui claquaient. « Tu me permets de rester humaine » répondit-elle. « Sans toi, je ne serais que survie, que colère, que fuite. Avec toi, j'ai une raison d'arrêter de fuir, une raison de construire quelque chose au lieu de simplement endurer. » Elle l'embrassa sur le front. « Alors, repose-toi. Demain, nous atteindrons la colonie. Demain, nous recommencerons. » Le 3e jour se leva gris et froid. La fièvre de Tobias était tombée pendant la nuit, le laissant faible mais l'esprit clair. Ils s'aidèrent mutuellement à se relever et continuèrent d'avancer. Vers midi, ils la virent. Un groupe de bâtiments nichés dans une vallée, de la fumée s'élevant des cheminées, le son des marteaux et des voix portées par le vent. La colonie, petite, rude et magnifique dans son isolement. Ils entrèrent en ville ensemble. 2 personnes qui semblaient avoir traversé une guerre. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La colonie était exactement comme Nalnish l'avait décrite. Assez rude pour que les gens ne posent pas trop de questions. Assez isolée pour que l'influence du marchand ne l'atteigne pas. La première personne à qui ils parlèrent fut une femme qui tenait une pension. Elle leur jeta un coup d'œil et fit un signe de tête vers les escaliers. 2 dollars par semaine, repas inclus. Pas de problème. Pas de problème, acquiesça Hatsa. Cette nuit-là, après avoir mangé et s'être lavé, et s'être enfin sentis assez en sécurité pour respirer, ils se tenaient ensemble dans la petite chambre qu'ils avaient louée. Il y avait un vrai lit, une vraie fenêtre, une vraie porte qui se verrouillait de l'intérieur. Des luxes dont ils ne savaient pas qu'il leur manquait jusqu'à ce qu'ils les retrouvent. Tobias prit la main d'Hatsa. « Je sais que ce n'est pas ce que tu imaginais en pensant te marier. Pas de cérémonie, pas de témoins, pas de robe de luxe, juste nous et une chambre à peine plus grande que la remise où je vivais. » C'est parfait, dit Hatsa, et elle le pensait. Parce que c'était à eux. Gagnés par le sang et la peur et le refus de renoncer l'un à l'autre. Elle leva la main et lui toucha le visage. Un cow-boy a gagné une loterie de mariage pour 5 dollars et a découvert que la mariée était une femme apache géante.
C'est ainsi que l'histoire commence. Mais voici comment elle se termine. Pas avec lui la possédant, pas avec elle ayant besoin de lui, mais avec deux personnes se choisissant l'une l'autre, chaque jour. Tobias sourit. C'est une meilleure fin que ce que je mérite. Alors c'est une bonne chose que ce ne soit pas à toi de décider ce que tu mérites. Elle l'embrassa. C'est à moi. Ils se tinrent l'un contre l'autre dans cette petite chambre tandis que la colonie s'endormait autour d'eux. Dehors, le monde continuait. Des hommes chassaient encore. Des marchands complotaient encore. Des tribus luttaient encore. Mais dans cette chambre, à cet instant, deux personnes à qui l'on avait dit qu'elles ne valaient rien trouvèrent quelque chose de plus précieux que l'or. Elles se trouvèrent l'une l'autre. Et elles trouvèrent un foyer. 3 mois plus tard, ils se tiendraient devant un juge de circuit et officialiseraient leur union avec des papiers, des signatures et toutes les choses que la société exigeait. Mais le vrai mariage avait déjà eu lieu. Il avait eu lieu lorsque Tobias avait refusé de s'en aller pour la première fois. Quand Atsa avait souri pour la première fois. Quand ils s'étaient battus ensemble, avaient fui ensemble, avaient choisi ensemble. C'était ça, le mariage qui comptait. Tout le reste n'était qu'une formalité. Dans la colonie, ils se construisirent une vie, simple, honnête et entièrement la leur. Tobias trouva du travail dans une scierie. Atsa lança une petite entreprise de réparation de selles et de harnais. Ses mains fortes firent rapidement sa réputation. Les gens apprirent à ne pas demander d'où il venait. Apprirent à respecter la force tranquille qu'il dégageait. Apprirent que parfois, les meilleures histoires sont celles où deux personnes contre le monde découvrent qu'elles sont plus fortes ensemble qu'elles ne l'ont jamais été seules. Et quand les gens demandaient à Tobias s'il regrettait d'avoir dépensé ses derniers 5 $ pour ce billet de loterie, il donnait toujours la même réponse. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait.